Enfin, là, on va être un peu moins pointu que ce qu'on a eu tout à l'heure par les chercheurs, on va être beaucoup plus pragmatique. Et puis, on va parler des différents glucides. Alors, ceci dit, je suis installé interniste, diabétologue, plus de 40 ans d'expérience de diabétologie, comme certains patients dans l'auditoire. C'est vrai qu'en 40 ans, les choses ont changé d'une façon incroyable. Quand j'ai commencé, on chassait le sucre dans les urines dans des éprouvettes. Puis dès qu'il y avait du sucre dans les urines, on avait un très mauvais résultat. On réprimandait les patients. Puis maintenant, on arrive avec des médicaments qui mettent du sucre dans les urines, comme vous avez vu tout à l'heure. Et puis on félicite les patients, ils ont des bons résultats. Ceci dit, on va parler un petit peu diététique, parce que c'est vrai que dans le diabète, la diététique est la partie la plus difficile pour le patient diabétique, parce que les médicaments, on les avale, on écoute le médecin ce qu'il dit de faire. Les deux choses difficiles à faire, c'est le régime et l'activité physique. Alors maintenant, les glucides en folie, ils ne sont pas tant en folie que ça, mais c'est un titre un peu accrocheur que notre président a voulu donner pour en mettre un peu de pep dans les exposés. Et le président est donc absent à Paris, en train de faire les exposés représentant Genève. Je crois qu'il parlait du thème aujourd'hui même à Paris, dans une réunion de diabétologues français sur « Peut-on guérir le diabète ?» Alors il nous le dira peut-être l'année prochaine. Ceci dit, on va parler des monosaccharides. Comme vous le savez, le taux de glycémie, le taux de sucre qu'on a dans le sang, il est en partie dû au... Ah, c'est mon alerte. Il est en partie dû au sucre contenu, les glucides, dans l'alimentation, ainsi que par la production de sucre de l'organisme. Notre foie est capable de faire du sucre, et cette régulation du sucre, la faculté du foie à faire du sucre, du glucose, s'appelle la néoglucogénèse. Beaucoup de patients, on voit, qu'en se couchant le soir, ils ont une glycémie souvent meilleure que celle du lendemain matin. Et ça, c'est le résultat de la néoglucogénèse. Pendant la nuit, le foie prend le relais de la nourriture qui n'est plus là pour assurer le taux de sucre dans le sang. Dans le diabète de type 2, on ne parle pas du type 1, maintenant dans le diabète du type 2, une bonne partie de l'hyperglycémie est due à cette néoglucogénèse qui vient produire du sucre en trop grande quantité. On va aller un petit peu plus loin. Le glucose, donc, on l'a expliqué, c'est le carburant énergétique de nos cellules. Le professeur Mechler vous avait montré tout à l'heure les recherches qu'il a fait pour essayer de voir où le mécanisme dans le diabète de type 2 est perturbé par des apports énergétiques différents. Et là, c'est l'insuline qui prend en charge le glucose alimentaire. Donc, quand le glucose, on l'a digéré, comme maintenant après notre repas, il passe dans le sang, et dans le sang, c'est l'insuline qui va le répartir là où il faut. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il aille dans le muscle avec le travail musculaire. Puis ce qui arrive le plus souvent, on laisse nos muscles au repos et le glucose va être stocké, va être envoyé sur les voies de stock qui sont les adipocytes, qui transforment ce sucre en graisse. Ensuite, là, s'il n'y a pas assez de glucose dans le sang parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on fait une grève de la faim, parce qu'on fait le ramadan, où on est en déficit d'apport glucidique, comme on peut avoir aussi dans le régime Atkins, où on dit zéro hydrate de carbone, à ce moment-là, c'est le glucagon qui entre en action pour fournir du sucre. Donc le glucagon est fourni dans le foie, à son action sur le foie. Il est aussi dans l'îlot de Langerhans, je vous montrais une photo tout à l'heure, où il intervient quand le sucre est bas. Et en fait, c'est l'insuline qui dirige le glucagon. Quand il y a de l'insuline, pour le glucagon, ça veut dire il y a du sucre plus il y a de l'insuline, donc je ne dois pas entrer en action. S'il y a plus d'insuline, le glucagon se dit tiens, il n'y a plus d'insuline, il faut que je travaille. Et je travaille en faisant du sucre, et quand je travaille et je fais du sucre, l'insuline se réveille. Dès que l'insuline ressort, le glucagon arrête en disant j'ai fait assez de sucre puisque l'insuline est sortie. Et puis, dans le diabète de type 2, il y a un net déséquilibre dans cet équilibre, et une partie de l'insulinothérapie qu'on fait pour les diabétiques de type 2, c'est pour donner un signal au glucagon qui n'a pas besoin de faire de sucre, et l'insuline vient inhiber, vient stopper cette production de glucagon qui est en excès. D'où les thérapeutiques qu'on vous a montrées tout à l'heure avec
des GLP-1 qui sont des substances qu'on a retrouvées dans la bave du lézard mexicain. C'est une substance qui donne la sensation de satiété, qui agit aussi au niveau du cerveau sur l'appétit et qui ralentit la vidange gastrique. Donc toutes les choses pour donner l'impression qu'on a assez mangé et puis qui stimule la sécrétion d'insuline pour prendre en charge ce qu'on a mangé. Là, voilà l'îlot de Langerhans dans toute sa beauté. En vert, c'est l'insuline dans les cellules dans les cellules bêta qui préparent donc l'insuline. Et en rouge, c'est les cellules à glucagon. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a dans des endroits où on a plus de ces cellules rouges qui entourent la photo du professeur Mechler. Vous avez vu qu'il y en avait plus qui entouraient ça. Et dans le diabète de type 2, on a plus de cellules à glucagon et moins de cellules bêta. Et le déséquilibre vient en partie de cette surprésence de cellules de glucagon via la cellule alpha par rapport à la cellule bêta. Et puis on arrive, j'ai trouvé ce dessin de Dubout assez gentil, parce qu'on a l'impression que la cellule alpha, donc celle qui fait le glucagon, agresse la cellule bêta, et au bout d'un moment, la cellule bêta rend l'âme, et puis elle est débordée, ce qui est bien illustré ici. Et puis c'est à ce moment-là que le diabétique de type 2 a besoin d'insuline en injection pour contrecarrer l'hyperactivité de la cellule alpha. Ne voyez pas du féminisme, si j'avais trouvé les dessins à l'inverse, je les aurais aussi pris. Enfin, ça réconforte les hommes. Alors, ça on a déjà vu tout à l'heure, c'est la cellule bêta, et puis c'est une formidable machine à Tinguely, parce que vous voyez que le glucose entre là, il rentre là le cycle de Krebs, et le rôle du cycle de Krebs dans la mitochondrie, dont on a parlé tout à l'heure, c'est de produire de l'ADP, de l'ATP, de l'énergie, de déclencher toutes sortes de mécanismes qui arrivent au bout à la sécrétion d'insuline ici. Et puis vous voyez qu'il y a le GLP-1 qui agit aussi, l'insuline. Non, je suis revenu en arrière, c'était pas volontaire. Alors l'insuline est stimulée, le glucose arrive là, le récepteur à insuline est couplé. Quand l'insuline est là, la cellule peut rentrer, il y a un mécanisme d'équilibre. Et en fait, vous voyez que la recherche a beaucoup de travail à faire parce que probablement dans le diabète de type 2, on a un tas de différentes étapes qui sont perturbées et dont on ne sait pas. Nous, pour le moment, on sait juste que le glucose rentre mal, on sait juste que l'insuline sort mal, et puis on a de la peine à détecter les mécanismes entrent en jeu. Alors maintenant, on arrive à notre alimentation. On trouve sous plusieurs formes les glucides dans notre alimentation. Vous savez, vous avez tous été dans des cours de diététique. Il y a deux grandes catégories. Il y a les monosaccharides, dont on va parler un peu plus, et puis les polysaccharides. Mono, c'est-à-dire un seul glucose, une seule molécule. Poly, ça veut dire que c'est une chaîne de molécules enchaînées les unes aux autres. Les polysaccharides, c'est eux qui sont les sucres lents. Les pâtes qu'on a mangées tout à l'heure, c'est des sucres lents et c'est plus bénéfique pour le diabétique parce que la glycémie monte progressivement, alors que dans les sucres rapides, elle fait un pic et elle monte tout de suite. Bien entendu, les sucres lents sont contre-indiqués pour une hypoglycémie où on cherche un effet correctif tout de suite. Vous voyez, ça c'est l'amylopectine, donc c'est ce qu'on a c'est l'amidon. Et vous voyez que là, chaque petite perle ici est une molécule de glucose. Elles sont toutes enchaînées les unes entre les autres. Et comme elles sont enchaînées, elles n'ont pas le goût de sucré. Donc sur la langue, en contact, ça ne donne pas le goût de sucré. Tandis qu'une molécule toute seule de glucose donne le goût sucré. Si vous mâchez longtemps une purée de pommes de terre dans votre bouche, il y a déjà des enzymes dans la salive qui pourraient scinder et donner des molécules isolées de glucose. Et c'est là que vous aurez la perception du goût sucré des pommes de terre. Mais dans notre alimentation, ça descend dans l'estomac. Et puis, les enzymes, qui sont les amylases, viennent couper au fur et à mesure toutes ces petites chaînettes. Et il n'y a qu'une seule molécule, une seule perle là, du collier, qui peut rentrer dans le sang à travers la barrière du tube digestif. Donc, vous voyez bien que ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on les amène lents. Si on regarde un petit bout de maillon, vous voyez que c'est glucose, ils sont tous attachés l'un contre l'autre, l'un entre les autres,
et les enzymes du tube digestif viennent couper pour faire autant de glucose qui vont passer dans le sang. Et puis là, maintenant, on va s'intéresser aux monosaccharides, qui est l'élément isolé. Il y en a 3 grandes catégories. Il y a le glucose qu'on connaît bien, c'est le sucre de raisin, entre autres. Le fructose, c'est le sucre qu'il y a dans les fruits. Et le galactose, c'est le sucre qu'il y a dans le lait. C'est les 3 composants essentiels énergétiques de notre alimentation. Du glucose, on ne va pas en dire beaucoup parce que c'est le plus connu, c'est celui qui passe le plus vite du sang dans le tube digestif, c'est celui qui monte la glycémie tout de suite. Donc il a cette forme, comme vous l'avez vu tout à l'heure, isolée, ça c'est un glucose en formule chimique. Puis si on le met en 3 dimensions, parce que là c'est aplati sur une feuille de papier, en 3 dimensions c'est un certain volume, et ces pièces de Lego, c'est pas des Lego, mais c'est des trucs plus modernes qui s'enchevêtrent les unes dans les autres pour faire une grande construction. Alors, c'est le sucre rapide par excellence, c'est celui qui sert de référence pour l'index glycémique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'index glycémique. C'est, pour les diététiciennes, un élément d'instruction diététique. Ça veut dire que l'index glycémique met une échelle à la rapidité d'absorption du glucose et des différents aliments. Un sucre, le glucose a 100 comme référence, et plus le sucre met du temps à passer du tube digestif dans le sang, plus l'index glycémique monte. Et les sucres lents ont un index glycémique élevé, et ces sucres lents sont intéressants parce qu'ils durent plus longtemps. L'état de montée de glycémie se fait progressivement et dure plus longtemps. Si vous avez regardé souvent les joueurs de tennis, entre deux sets ou 2 manches, ils s'arrêtent et ils mangent une banane parce que la banane, c'est bourré d'amidon. Et l'amidon met du temps à digérer. Et le sucre met du temps à passer dans le sang et ça leur assure une glycémie prolongée assez longtemps. Ensuite, on arrive au fructose. Ça, c'est l'élément important dans les monoglucoses. On a donc le glucose, on a le fructose, et c'est une molécule qui a été très, très mise en mode et qu'on retrouve partout. À l'état naturel, on le retrouve dans les fruits et dans le miel. Dans les fruits, c'est le sucre préférentiel qu'il y a dans les fruits. On ne mange jamais tellement de sucre pour avoir un surdosage de fructose, mais le fructose a un pouvoir sucrant extrêmement intéressant. Le fructose, c'est le saccharose, le sucre de table, c'est le mélange d'un glucose que vous connaissez avec un fructose. Les deux ensemble forment le sucre de table. Il est très vite résorbé parce qu'il n'y a qu'une seule liaison à couper, ça passe très vite dans le sang. Et donc, on a ici une illustration. Le glucose, kind of sweet, c'est-à-dire un genre de sucré, et puis le fructose est très sucré. Il est plus sucré que le glucose, et puis les enzymes ouvrent la chaîne ici, et puis dans la digestion d'un sucre, on aura une partie de glucose qui va direct dans le sang, et une partie de fructose qui, elle, ne va pas direct dans le sang. Mais, donc l'intérêt, c'est qu'il a un très grand pouvoir sucrant. Et cet intérêt n'a pas échappé à l'industrie agroalimentaire, parce que d'abord, il est très bon marché à produire. On le produit à partir du maïs en général, et on fait du sirop de maïs. Et si vous regardez bien les produits commerciaux, les compositions, il y a beaucoup de sirop de glucose ou de sirop de maïs dedans. Et tout ça contient beaucoup de fructose. Et l'inconvénient, c'est que cette énorme quantité de fructose n'est pas sans effet négatif. En effet, on a les industriels qui ont envahi le sucré, et comme le sucré est aimé déjà par les enfants, dans l'alimentation générale, on met du fructose un peu partout parce que c'est bien sucrant, et puis c'est pas très cher à produire. C'est un glucose qui est métabolisé par le foie, donc il va directement dans le foie, et puis il n'a pas besoin d'insuline pour être assimilé. Donc vous pouvez manger dans un premier temps du fructose, et vous n'avez pas besoin d'un pic de glycémie, d'insuline pour l'assimiler. Alors on s'est dit, c'est parfait, c'est le sucre idéal pour un diabétique. C'est sucré, ça a le bon goût de sucre, et puis ça ne passe pas par l'insuline. Comme le diabète, c'est un déficit en insuline, on court-circuite l'insuline et on a gagné. C'est un combat et pas besoin d'insuline. Donc le résumé est là, mais ce n'est pas sans dégâts, car
le foie est chargé de métaboliser ce glucide. Donc le fructose, au lieu d'être pris par l'insuline et d'être envoyé là où il a besoin d'être, où il doit être, ce fructose va dans le foie et c'est les cellules hépatiques, comme vous les avez vues tout à l'heure dans la stéatose hépatique. Les cellules hépatiques sont censées de prendre en charge ce fructose et il va le préparer pour l'organisme. Alors qu'est-ce que fait la cellule hépatique avec le fructose? Il en fait du glucose et là ce glucose est recyclé dans le sang et là il y aura besoin d'insuline pour l'utiliser, mais vous voyez qu'il y a un laps de temps, donc c'est un sucre semi-lent pour que ce processus arrive jusqu'au glucose. Et puis l'autre, c'est qu'il fait de la graisse. La moitié en gros de ce qui arrive comme fructose dans le foie est transformé en graisse. Et cette graisse, accumulée dans le foie, ça donne exactement ce que M. Gariani vous a montré, la stéatose hépatique. Donc on accumule le gras dans le foie, et en fait, si vous regardez les bons films documentaires qu'on voit avant Noël pour le gavage des oies, on les gave avec des canards, avec du maïs, des grains de maïs et des purées où il y a du fructose dedans, et tout ça accélère, grossit leur foie, et il finit en foie gras, qui est le terme médical du foie gras, c'est la stéatose hépatique. Et pour le diabétique, c'est très embêtant, ou pour le futur diabétique, parce que stéatose hépatique, on peut l'avoir en ayant le diabète et en ayant un métabolisme trop accumulatif de calories, mais on peut aussi l'avoir sans être diabétique, et après, ça donne une espèce d'autoroute sur l'insulinorésistance et le développement de diabète de type 2, et c'est peut-être par ce biais-là qu'arrive le diabète de type 2 chez les gens qui sont suralimentés. Il est sûr qu'il y a un tas de mécanismes qui rentrent en action, mais celui-là est important, et pour illustrer, on a vu ici, c'est intéressant de voir que maintenant ce cliché il date un petit peu, mais dans les années 70, voilà la quantité de sucrose que les Américains individuels prenaient. C'est le rayé. Voilà. Ce qui est rayé, c'est le sucre de table. Ça, c'était le sirop de glucose et puis le glucose pur. En 1997, donc ça fait quand même il y a 20 ans, ça, si on compare maintenant, ça doit être encore bien plus haut. On a diminué la quantité de sucre de table. Et puis tout ça parce qu'on a augmenté le sirop de fructose. Elle était carrément inexistante et tout ça est rentré. Le sirop de fructose remplace le sucre carrément qu'on prend à table à la maison. Avant, il y avait beaucoup plus... Les ventes de sucre blanc et de sucre de canne ont diminué. Et tout ça parce que l'industrie pharmaceutique fournit suffisamment de sucre. Vous voyez que le sirop de glucose n'a pas tellement augmenté. Si on regarde entre 1970 et 1997, il y a une augmentation marquée du glucose, mais encore plus aussi du fructose, qui est donc pas due aux fruits qu'on mange, mais qui est due à ce que l'industrie agroalimentaire rajoute dans nos aliments préfabriqués, cuisinés, et si vous regardez, il y en a partout. Ensuite, on arrive au galactose. Le galactose, c'est le troisième monosaccharide dont on va parler. Il se retrouve dans le lactose. Et le lactose, comme le saccharose est l'union entre le glucose et le fructose, ici on a une union entre le glucose et le galactose qui donne le lactose. Donc c'est l'alimentation du nourrisson. Il reçoit le glucose énergétique et le galactose, qui sont les deux sources d'énergie pour son développement. Et puis l'enzyme qui s'appelle la lactase est l'enzyme qui doit séparer le glucose et le galactose pour en faire deux molécules qui vont être assimilées dans le sang par le tube digestif. Et puis, comme le fructose, c'est un sucre intéressant parce qu'il n'a pas besoin d'insuline pour être assimilé. Donc, de nouveau, un sucre qui va dans le foie, mais qui fait exactement le même cycle que le fructose. C'est-à-dire que c'est le foie qui le prend en charge, il le transforme en glucose et en lipides, mais ça pose pas de problème de santé aussi grand que le fructose, parce que, comme le fructose, il est riche en graisse, il donne une formation de graisse dans le foie, il produit une surcharge de lipides dans le foie, mais le pouvoir du galactose est très faible, et l'industrie pharmaceutique agroindustrielle n'y s'est pas intéressée, et on a peu de galactose à disposition. Donc le galactose, on le trouve dans le lait. On peut en trouver
Donc il est important pour les nourrissons. Et vous avez parlé de l'intolérance au lactose, qui est très à la mode maintenant. C'est vrai que quand on est enfant, on a plein d'enzymes qui s'appellent la lactase, donc dans le tube digestif, qui vient donc casser les molécules de glucose et de galactose pour en faire 2 molécules assimilables. Quand il manque de cette enzyme, les deux ne sont pas séparés et le galactose et le fructose restent dans le tube digestif, et quand il arrive dans le côlon, il y a plein de bactéries qui attendent la nourriture, ce galactose et ce glucose qui est ensemble n'a pas pu être absorbé, il arrive dans le côlon et arrive là une consommation pour les bactéries sur place qui donne des ballonnements, des maux de ventre, et puis c'est les signes de l'intolérance au lactose qui est rien d'autre que le reflet d'un manque de cette enzyme. Et c'est vrai qu'avec l'âge, la lactase diminue souvent chez les gens et on digère moins bien le lait. Et il y a des gens qui ne s'en rendent plus compte parce qu'ils prennent très peu de lait. Mais l'intolérance au lactose peut donner des symptômes comme ce qu'on appelle le côlon irritable. Alors, le lactose, c'est donc, il ne peut pas passer dans le sang. La galactosémie, c'est une maladie rare du nouveau-né. C'est le lait du nouveau-né. Le nouveau-né peut digérer le lait est transformé en glucose et en galactose, et le galactose doit être pris en charge dans le foie par une enzyme, par un mécanisme enzymatique qui est déficient, et l'enfant n'arrive pas à digérer, à métaboliser ce galactose, et à ce moment-là, on a une galactosémie qui est mortelle, et le seul traitement, c'est de donner une alimentation sans galactose. Ça, c'est pour montrer que le galactose est toxique quand on n'a pas le mécanisme pour le métaboliser. Alors, c'est sûr que quand on parle glucose, fructose, on arrive au régime. Le régime, c'est sûr que c'est plein de frustration. Le régime fait partie du traitement du diabète parce qu'il faut limiter l'arrivée de glucose dans le sang pour ne pas accumuler et de surcharger l'organisme en sang. Mais le deuxième élément essentiel, c'est l'activité physique qui, elle, à l'autre bout, le glucose arrive et à l'autre bout, le sucre brûle ce glucose par le travail musculaire. Alors c'est sûr que la base du traitement qu'on répète toujours, c'est bouger plus, manger moins. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Avaler les pilules, c'est facile. Illustration pour ça, un beau centre de fitness, c'est au Canada. Les gens sont prêts avec le linge-éponge, ils vont en cuissette, ils sont hyper motivés pour se défoncer sur des machines. Mais pour y aller, ils accèdent par l'escalier roulant. C'est assez drôle. Et puis le suivant, si on vous dit, si vous êtes au Japon, puis on vous dit faites de l'activité physique, c'est une piscine publique à Tokyo. Vous voyez que l'activité physique, en plus il y a les bouées dans la piscine, elle est bien limitée. On est quand même un peu mieux à la piscine de Vidi ou à la piscine de Genève-Page. Mais enfin, c'est quand même inquiétant de voir des images comme ça. On se dit, où est-ce que va notre société ? Alors, par contre, si on est sur une plage aux Caraïbes ou dans l'Asie du Sud-Est avec un sable, un coucher de soleil et de l'eau juste pour la plante des pieds, on peut faire des heures de marche. Et c'est ce qui est recommandé dans la base du traitement. Il manque juste que les caisses maladies nous payent le voyage. Je vous remercie de votre attention.